Docteur Isimon, bonjour. Bonjour. Alors, la situation est un petit peu particulière aujourd'hui, puisqu'en réalité, je vous ai demandé de venir consulter mon épouse qui est enceinte de 7 mois. Donc, elle va accoucher euh, pratiquement, je dirais, en plein cœur de cette pandémie. Donc, c'est évidemment Je anxiogène. suis certain que tout se passera bien. Je vous remercie. Et donc, du coup, en vous voyant aujourd'hui, ben, forcément, je ne pouvais pas éviter de vous parler de tout ce que j'ai vu passer comme information, comme nouvelles informations, évidemment, puisque ça évolue de jour en jour sur votre page Facebook, avec beaucoup de nouvelles informations qu'on n'a pas pu aborder dans notre dernière capsule, qui finalement ne date que de 4 jours. Et pourtant, en 4 jours, beaucoup de choses ont évolué. Donc, je me suis dit, pourquoi pas profiter de votre passage ici pour la consultation, pour réaliser rapidement une petite capsule avec des nouvelles informations. Alors, les nouvelles informations, c'est qu'il il y a deux scandales, même plus. Il y a des scandales. Mais je vais y revenir après. Alors, moi, je n'avais pas parlé dans ma capsule de possibilité de traitement par la chloroquine ou l'hydrochloroquine. Produit qui est très connu parce que je l'ai pris 10 à 12 fois lors de voyages en pays tropicaux il y a très longtemps, du temps où la malaria, le paludisme était encore... donc la malaria était sensible à la chloro. J'ai jamais eu aucun effet secondaire, jamais, jamais, mais c'est des petites doses, c'était 100 mg par jour pendant une période de 2-3 semaines selon les voyages. Et donc c'est un produit hyper connu. Et sur ma page Facebook, j'ai d'ailleurs mis un petit post en disant que ben voilà, le schéma de traitement idéal sur la littérature à base d'hydrochloroquine et d'azithromycine, qui est un néomacrolide. Néomacrolide, c'est un antibiotique qui agit sur des organites particuliers qui sont à cheval entre le virus et la bactérie. Ce qu'on appelait avant la pneumonie atypique, par exemple, qui sont dus à un mycoplasme. Et donc, on voit déjà l'intérêt donc, qu'on a de l'association de la chloroquine et du Zithromax, donc l'azithromycine, concernant un virus. Et donc, j'ai même mis les doses qui étaient probablement préconisées, tout en disant je ne suis pas pour parce qu'il y a moyen d'y arriver plus naturellement. Je maintiens. Donc pour moi, c'est un traitement qui doit être réservé à des gens qui sont fort touchés par le virus, qui vont peut-être en mourir ou être mis sur respirateur. Ce n'est pas un traitement, parce que tous les jours j'ai des centaines de questions là-dessus, ce n'est pas un traitement qu'on doit donner préventivement à des gens qui n'ont rien ou qui toussent un peu, qui ont un peu mal de gorge ou qui ont un petit rhume. Donc il ne faut pas que les gens aillent vider les stocks de ce médicament qui va sauver des vies pour traiter quelque chose qui n'est probablement pas en rapport avec le virus en question. Donc, s'il vous plaît, soyez solidaires, n'utilisez pas ce traitement pour ça. Alors, je parlais de vraiment deux problèmes en Belgique et en France, deux scandales. Voilà. Alors, en Belgique, on a une ministre de la Santé, Maggie De Blok, qui a pas seul, mais avec d'autres personnes du gouvernement, émis un arrêté royal il y a quelques semaines qui interdit l'importation en Belgique des tests, des rapid tests. C'est quoi un rapid test? C'est une goutte de sang au bout du doigt et on teste le sang pour voir si la personne a le virus ou pas. Donc les Chinois et aussi les Sud-Coréens ont mis au point ces tests il y a déjà plusieurs semaines. Ces tests fonctionnent, ces tests sont fiables, ne sont pas fiables à 100%, mais même les tests sanguins traditionnels où il faut attendre plusieurs jours ne le sont pas à 100%. Donc ces tests existent, ils peuvent faire l'objet d'une utilisation de masse. On peut l'utiliser chez des personnes de façon quasiment illimitée, c'est disponible, ça coûte peut-être 4, 5, 6 euros, quelque chose comme ça, et on nous refuse ce test. Or, ces tests sont capitaux pour le personnel soignant. Vous imaginez, moi je ne suis pas sur le terrain, moi je ne suis pas dans les urgences, je ne suis pas aux soins intensifs, j'ai des collègues et je les admire qui sont là, le personnel soignant, les infirmières, le personnel administratif qui est là. On pourrait tous les jours tester donc mes collègues, les infirmières, le personnel hospitalier pour voir si on peut attraper le virus, et cet arrêté royal empêche de faire cela. En effet, on ne peut pas faire ce test par prise de sang, ça prend trop longtemps, c'est pas faisable. Donc c'est un scandale monstrueux. Alors pourquoi? On ne comprend pas. Personne ne comprend. Alors on nous dit, oui, mais c'est pas assez précis, il risque d'avoir des faux négatifs. Et alors, on le refait 5 jours, 10 jours après, c'est le test. Ça a coûté 2 fois 5 euros, 10 euros, ou peut-être 14, j'en sais rien, mais c'est ridicule.
Alors, il y a une société belge, liégeoise, qui vient d'annoncer qu'ils ont également développé le test, ils peuvent le sortir incessamment. Donc je pose la question, est-ce que ce traité royal va encore être là quand cette société locale peut produire ce test? Donc moi je crois que nos dirigeants, ils vont vraiment devoir rendre des comptes après Sévigny, parce que aussi bien en Belgique qu'en France, c'est scandaleux ce qui s'est passé. Vous imaginez, vous avez un collègue qui s'appelle Raoul, qui est probablement un des collègues mondiaux les plus compétents en infectiologie. Il a un curriculum vitae qui dépasse de 100 fois le curriculum vitae des gouvernements belges et français réunis. Personne n'arrive à sa cheville. Si on ajoute le CV de tous nos ministres, sous-ministres et je ne sais pas quoi. Et ce gars a déjà publié sur le sujet il y a plusieurs années, donc l'effet de la chloroquine sur les coronavirus. J'ai retrouvé il y a 2 jours une publication qui date de 2005, c'est pas lui qui l'a fait, concernant l'efficacité de la chloroquine, qui est un antipaludéen, sur le coronavirus. Donc c'est pas du nouveau. Alors on va me dire oui mais c'est pas le même. Non, c'est pas le même. Mais je veux dire, quand Raoul, avec son expérience, ses 2000 publications, va dire « Moi, ça marche, j'essaie sur mes patients, ça fonctionne », il faut le croire. Or, le gouvernement français, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont ridiculisé, ils l'ont descendu, ils ont dit que c'était un fake, et maintenant, heureusement, grâce à quoi? Grâce aux réseaux sociaux, en fait. Grâce aux réseaux sociaux, ce collègue réhabilité, et enfin, on a pris au sérieux ce qu'il raconte, ce qu'il fait. Le monde entier vient vers lui en demandant des conseils, les Américains, enfin tout le monde, les Canadiens, etc. Et donc je crois que le gouvernement français aussi doit rendre des comptes après, parce que oser démolir un gars compétent comme lui pour des raisons que je ne connais pas, je veux dire le ministre de la Santé française qui était au poste de la Santé en janvier, qui a quitté le bateau quand il était en train de sombrer, qui s'appelle Agnès Buzyn, elle va quand même devoir rendre des comptes. Il y a quand même des choses pas claires là derrière. Là, docteur, vous faites référence justement au protocole qu'il a mis sur pied, comme un véritable scientifique finalement, qui porte ses fruits, et comme il le disait dans un interview qu'il a délivré il y a quelques jours seulement, finalement, c'est la seule alternative qu'on a pour l'instant, donc il l'utilise, un point c'est tout. Mais oui, c'est la seule, donc pourquoi s'en priver? Pourquoi? Alors, certains collègues, scientifiques, chercheurs disent ça ne se fait pas de proposer à des patients des traitements qui n'ont pas fait la preuve par plusieurs études multicentriques, placebo, contre produits actifs, etc., pour finalement aboutir à ce qu'on appelle les études de cohorte. Ça ne se fait pas de proposer ça à des patients. Mais vous voulez attendre quoi? Vous voulez attendre quoi? Que l'épidémie soit passée? Vous voulez attendre qu'il y ait des dizaines de milliers de morts? Si ça marche, autant l'utiliser. D'autant plus que ce traitement, point de vue effet secondaire, oui, il peut y en avoir, mais ça se fait sous surveillance. Il y a une surveillance cardio, une surveillance oculaire éventuellement à réaliser, surveillance cutanée. Mais il y a encore des effets secondaires. Moi, dans les peu de connaissances que j'ai, c'est quand on met des grosses doses pendant très longtemps, comme dans des maladies auto-immunes ou des maladies rares où on utilise le plaquenil, mais pas en utilisation de quelques jours pour tuer une infection. Alors, docteur Eximond, on est confiné, comme dans beaucoup d'autres pays européens. Votre vision justement du travail qu'a fait la Corée du Sud, qui est visiblement un des pays qui s'en sort le mieux au niveau mondial, qui a marginalisé justement les tests. Qu'est-ce que vous en pensez justement de cette vision Je trouve qu'ils ont fait un super boulot. Ils ont utilisé en masse, dans toute suspicion d'infection, le test qui était le rapid test. Ce n'est pas notre test de laboratoire qui prennent plusieurs jours. C'est ce test développé par leurs scientifiques qui a été utilisé avec succès. Mais je crois qu'en Europe, on a peut-être encore la sensation qu'on est les meilleurs au monde, que les seuls scientifiques de haut vol sont chez nous, et que ce qui vient des pays asiatiques ou d'autres pays, c'est rien du tout. C'est faux. En immuno, en infectio, les Chinois les Asiatiques sont très forts, les Chinois aussi. Bon, on va pas polémiquer sur d'où vient le virus, etc. Sait-on jamais. Mais on doit se baser sur le travail déjà effectué par d'autres depuis des mois, voire des années, sur les publications passées. Alors dire que Raoul est un fou furieux parce qu'il propose un traitement qui est un traitement qui n'a pas été prouvé comme étant bon, c'est de la folie. On l'a déjà essayé, il y a des publications là-dessus. Mais alors, docteur, quand on parle du protocole du docteur Raoult, justement, vous continuez de nous dire aussi que énormément de gens qui vont être atteints du virus vont être asymptomatiques ou pratiquement.
Alors, Il faudrait traiter que les gens qui sont véritablement malades. Oui, alors moi, c'est pas de la science, c'est la sensation que j'ai, parce qu'autour de moi, j'ai quand même pas mal de patients, de connaissances, d'enfants de connaissances qui ont été positifs pour le Covid. Et qu'est-ce qu'ils ont eu comme problème? Pharyngite, mal de gorge, petite toux, perte d'odorat parfois, syndrome un peu grippal. Mais le point commun entre toutes ces personnes autour de moi, dans mes connaissances, mes patients, qui l'ont attrapé, prouvé sérologiquement, c'est quoi? C'est d'être en bon état immunitaire. Ces patients, ils mangeaient bien, ils prennent la vitamine D tous les jours, ils avaient une bonne DHA, une bonne vitamine A, donc tous les facteurs qui font que le corps se défend. Moi, franchement, je voudrais pas être actuellement à la place de celui qui l'attrape, qui a peut-être mon âge, la soixantaine ou plus, et qui est carencé en DHA parce que il n'a jamais pris, parce que malgré les campagnes de presse qui ont eu lieu, il ne prend pas sa vitamine D tous les jours, qui n'est pas assez de zinc comme 80% de la population. Je voudrais pas être à leur place et attraper ce virus, parce que là, évidemment, le risque de létalité, il est très important. D'accord. Et également, je voudrais pas être à la place de celui qui se fait prescrire des anti-inflammatoires ou du paracétamol parce qu'il a un peu de fièvre, un peu mal de tête. Donc on en est à ce stade-là. Les gens ne savent plus souffrir. Dès qu'il y a un petit bobo quelque part, ils toussent un peu antitussif, un petit mal de tête, une petite aspirine, un peu mal quelque part, Brufen, paracétamol. Les gens ne savent plus souffrir. Moi, je ne prends jamais ce genre de choses, même si j'ai un peu de température, mais si j'ai mal quelque part, j'attends que ça passe. Ouais, là, vous soulignez justement l'importance de la température qui s'élève et qui justement va combattre. C'est un moyen de défense du corps. Le corps, on pourrait dire, le corps va carboniser le virus. Alors j'exagère, mais c'est une nécessité absolue pour que les défenses immunitaires se passent bien. Le fait d'avoir une hausse de température, on a une accentuation, une accélération des processus biochimiques dans le corps. Donc le corps, il se défend plus vite, il va plus vite. C'est la bagarre. Si on coupe cette température, on prend de l'aspirine ou du Brufen, le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, voilà, on n'a pas besoin de mes défenses. C'est contre-productif. C'est contre-productif, ouais. Alors, docteur Résimon, on voit sur votre page Facebook vraiment ces derniers jours, par rapport aux posts que vous avez justement relayés, notamment par rapport au travail du docteur Raoult et pas mal d'autres informations que vous avez distillées sur votre page Facebook, énormément de partages, de commentaires, de réactions en tout cas. Vous pensez justement que les réseaux sociaux ou les médias sociaux ont un rôle à jouer là-dedans? Alors, les réseaux sociaux, moi au départ, je ne suis pas du tout réseau social. Je suis venu un peu là-dedans par hasard il y a 3-4 ans en répondant à des questions. Mais je crois que finalement, c'est peut-être la nouvelle démocratie. Alors, il y a du bon, il y a du mauvais, mais en ce qui concerne le médical, moi j'ai un Facebook qui est uniquement consacré à du médical, uniquement à ça. J'ai énormément de personnes qui me remercient tous les jours en me disant merci, vous avez changé ma vie, j'ai résolu mes problèmes de santé, etc., en cherchant l'information. Mais également, quand on voit la censure organisée par les gouvernements, par la médecine officielle sur la communication, finalement, c'est peut-être la porte de sortie qui permet au public de rester pas mal informé de choses qu'ils auraient ignorées. Ouais. Mais très sincèrement, docteur, si je ne l'avais pas vu cette information sur votre page, malgré le fait que je me documente et je m'informe quotidiennement par rapport à l'évolution de cette pandémie en Belgique notamment, puisque j'y réside, bien évidemment, j'aurais pas su qu'il y a eu un arrêté royal qui interdisait ce quick test si je ne l'avais pas vu sur votre page Facebook. Donc ça veut dire qu'aucun des médias mainstream en Belgique n'a communiqué sur ce point, qui n'est quand même pas, je dirais, un hasard. Si je pense que c'était aux alentours du mois de janvier, quelque chose comme ça, je ne connais pas la date exacte. Mais... Non, je crois que il était plus tard encore. Plus tard encore. C'était février. Enfin, voilà. En tout cas, au moment où on en avait besoin de ce quick test. Ou même mars. Ou même mars, ouais, à vérifier. Donc, mais pourquoi, j'essaie de comprendre pourquoi on interdit un quick test qui coûte rien du tout, qui peut même être à charge du patient, donc même pas payé par la sécurité sociale. Je comprends pas, il y a un truc qui m'échappe complètement là. Voilà. Et quand on voit le dépistage de masse organisé dans certains pays qui étaient avant nous dans la phase épidémique, mais c'est un bonheur d'avoir ces tests. C'est un bonheur. Et vous, évidemment, vous recevez quotidiennement des demandes de patients qui disent « je veux te tester, je veux te tester ». Oui, alors moi aujourd'hui, je suis en consultation, donc j'ai interrompu ma consultation parce que j'ai une petite... voilà, vous m'avez demandé de voir votre épouse qui avait un petit souci. Je retourne consulter après. Mais c'est vrai que je suis noyé sous les demandes. Vous ne voulez pas me prescrire la chloroquine, prescrire de l'azithromycine. Je dis non, vous n'êtes pas malade. Ou c'est pas parce qu'on a une pharyngite, un syndrome grippal, c'est un traitement qui doit être réservé à des cas grave et avéré. C'est pas un traitement. Par contre, en préventif, et je vais pas revenir pendant des heures sur la capsule que j'ai fait, mais il y a moyen de prévenir ce virus.
il y a moyen de le détruire autrement qu'avec des antibiotiques et des hydrochloroquines. Et surtout, même avant ça, il y a moyen de se défendre contre pour ne pas l'avoir ou l'avoir de façon tout à fait anodine, comme la plupart des personnes en bonne santé. Et je reviens là-dessus parce qu'on m'a fort critiqué dans ces dernières semaines en disant, dès le départ, j'avais dit c'est un virus comme les autres, ça va pas plus tuer que la grippe. Ben oui, je maintiens. Oui, ce virus ne tue pas plus que la grippe. Mais le problème, quand il attaque quelqu'un qui a un déficit immunitaire, là, il est très méchant. Là, il tue. Ouais, ça, c'est vrai. Et donc, c'est pour ça qu'on a une différence de mortalité qui est énorme entre les, entre guillemets, jeunes. Les jeunes, c'est les moins de 60 ans, et les personnes plus âgées. Alors, c'est pas que je dénigre les personnes plus âgées, mais une personne plus âgée qui a en déficience hormonale, DHEA, cortisol effondré, baisse d'immunité, donc pas assez de cortisol, ça donne également des problèmes infectieux. Trop de cortisol également, donc il ne faut pas arrêter, je le répète, pas arrêter les traitements donnés. Si un traitement est donné pour équilibrer votre cortisol, il ne faut pas l'arrêter. Il faut toujours qu'il soit combiné à la DHA, évidemment. Un cortisol bas est aussi un problème pour l'immunité. Il faut vraiment prendre tous les jours votre huile de morue, votre vitamine D, votre zinc, contrôler votre taux de fer dans le sang. Enfin, voilà, c'est les choses, mais c'est la médecine basique, c'est la médecine préventive de base. D'autant, docteur, arrêtez-moi si je me trompe, que cette idée de statistique par rapport à la morbidité du virus se base évidemment sur un échantillon statistique évidemment de patients hospitalisés, testés, alors que dans nos rues, il y a énormément de gens qui courent avec ce virus sans le savoir en fait. Moi, je suis persuadé qu'on est peut-être déjà actuellement 50-60% à l'avoir. Je dis ça, c'est peut-être que 30 ou 40, mais je veux dire, la plupart des gens qui ont le Covid, ils ne le savent pas. Voilà. Et ils l'auront fait sans le savoir. Alors maintenant, si vous dites quel est le pourcentage de mortalité chez les patients qui se retrouvent sans intensif, oui, on est peut-être à 10-15%, ou 20%, ou je ne sais pas. Maintenant, si vous dites par rapport à tous les gens qui ont attrapé le virus, on est peut-être à 0,2, 0,3, 0,5, j'en sais rien. Ce sont des chiffres que je lance en l'air, mais c'est pas loin de la vérité. Et de nouveau, maintenant, si vous prenez la sous-population avec des carences en vitamine D, en DHA, etc., et la population qui a bien fait attention depuis des années à bien manger, à prendre tout ce qu'il faut comme complément, mais la différence est colossale, il n'y a pas photo. Et j'ai vu passer tout à l'heure d'ailleurs une réponse, oui, vous avez pris la peine de répondre encore sur votre page Facebook, une question qui vous a été posée 100 fois par rapport à l'hydrocortisone. Oui. Votre combat, entre guillemets, est de rétablir des niveaux physiologiques. Oui, voilà. Donc, pandémie, pas pandémie, coronavirus ou pas, il est question de rétablir des niveaux physiologiques. Donc, quelqu'un qui a un déficit au niveau, comme vous l'avez expliqué dans l'autre capsule, au niveau des surrénales, qui ne produit pas assez de cortisol, bien évidemment, il doit continuer son traitement. Évidemment, c'est clair. Moi, je suis sous méthylprète, je suis sous hydro. Pour une insuffisance surrénalienne, je suis sous DHA. Mais je ne modifie pas mon traitement. Je ne vais pas arrêter mon cortisol parce que certaines personnes ont dit que c'était mauvais. Oui, c'est mauvais à forte dose, mais à microdose, comme on le prend pour rétablir un équilibre, c'est parfait. Alors, vous parliez tout à l'heure des responsables politiques. Quel est votre point de vue là-dessus ? Je vais me faire beaucoup d'ennemis ici. On ne choisit pas les plus compétents. On a les politiciens qu'on mérite, suite aux élections qui sont passées. Il faut savoir, et je dis ça pour les Français et les autres pays francophones qui vont m'écouter, en Belgique, tout petit pays, on a 9 ministres qui sont compétents pour la santé. Vous avez entendu, 9. Selon les communautés, selon le sud, le nord du pays, selon Bruxelles, selon le fédéral, on a 9 personnes. Comment voulez-vous qu'on prenne une décision sensée, efficace et percutante avec autant de ministres qui sont là uniquement pour gagner des sous, pour être payés, et pour des raisons électorales? C'est une stupidité sans nom. Il n'y a pas pire gestion de pays que la Belgique. Et je voudrais ajouter, quant à la compétence de nos dirigeants, de nos ministres, de nos politiciens, on avait des stocks de masques adéquats, donc qui filtraient dans les deux sens. Et ces masques, soi-disant, ils s'étaient périmés. Qu'est-ce qu'on a fait ? On les a détruits. Il n'y a pas longtemps, ça devait être il y a 6 mois, 1 an ou 2 ans, un truc comme ça. Est-ce que vous imaginez ? On estime que des masques qui sont composés de substances inorganiques sont périmés. Et soi-disant parce qu'ils prennent de la place, parce qu'il y a une gestion de stock à faire, on les détruit et on les jette. Et maintenant, on se retrouve sans masque. Mais il faut vraiment que ces ministres démissionnent tout de suite. Oui, vraiment, au front, sur le front, vraiment, je dirais, dans les hôpitaux, c'est vraiment un problème, visiblement. Ah, c'est catastrophique. On oblige, donc mes collègues préventionnaires sont obligés de travailler. Alors en Belgique, je crois que c'est, entre guillemets, un belgicisme moins pire qu'en France.
mais on oblige des personnels en contact avec les malades avérés à travailler sans précaution. Sans précaution. Hallucinant. Sans masque, des étudiants n'ont pas de masque. Et on a jeté des stocks de masques adéquats. Et malheureusement, quand je vois ce qui s'est passé dans le passé, ces coupables, parce que je dis bien des coupables, sont des coupables qui devraient être accusés de crimes, est-ce qu'ils seront punis? Est-ce qu'ils resteront impunis comme d'habitude? Et puis on oubliera. La question reste posée, oui.